Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT et plus particulièrement de GPT-4 qui vient tout juste d'être disponible et qui fait suite à GPT-3 et 3.5. C'est juste après le générique. C'est parti. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nouveau programme. On va commencer avec un article de Numérama. Numérama qui nous parle de GPT-4 qui est disponible. Et donc, ChatGPT qui sera encore plus intelligent qu'il ne l'est déjà. C'est incroyable. Encore un mois ou deux à se taper des articles sur l'intelligence artificielle. Que du bonheur. On enchaîne les amis, on enchaînera ensuite avec le blog du modérateur. Et donc Wish, le site que vous connaissez peut-être. Wish qui est un site de... Voilà, c'est plus une actu e-commerce je dirais. Wish qui est un site que vous utilisez ou pas, dites-moi dans le chat, ça m'intéresse. Qui a été déréférencé il y a quelques temps de tous les moteurs de recherche en France, donc bannis de Google et autres, vous ne pouviez pas les trouver dans les moteurs de recherche, ce qui était sacrément pénalisant, puisque Google, je vous rappelle, a peut-être 80 ou 90% de part de marché des moteurs de recherche. Ça fait bobo. Et du coup, fin de la sanction de Wish. Apparemment, ils auraient mis en place un certain nombre de choses pour corriger un petit peu ce qui leur été reproché, c'est-à-dire de proposer des produits qui n'étaient pas 100% secure et safe et qui répondaient aux normes qu'on attendait. Donc on en discutera. Ensuite, on parlera de Meta. Meta, le groupe qui détient donc Twitter, je dis n'importe quoi. Meta, le groupe qui détient Instagram, qui détient Facebook, qui détient WhatsApp, si je ne me trompe pas, et qui propose une alternative décentralisée à Twitter. Alors Twitter, on le sait en ce moment, sont un peu dans le dur. Il y a pas mal de gens du coup et de petits vautours qui tournent autour de Twitter, voyant qu'ils sont un peu dans le dur. Il y a eu des alternatives jusqu'à présent, il y a eu Mastodon notamment, mais qui a du mal un peu à retenir les utilisateurs, on va dire, sur sa plateforme. Il y a eu Blue Sky aussi. Voilà, quelques alternatives, mais des grosses alternatives vraiment annoncées avec des groupes du calibre de Meta, pas encore, donc on verra ça ensemble, on en discutera. On continuera aussi sur Meta qui abandonne les NFT. C'est assez symbolique parce que Meta, je vous rappelle, c'est aussi eux qui ont fait le gros buzz en disant qu'ils allaient faire leur propre métavers, etc., etc. Et les NFT faisaient partie un peu de ce délire Web3 et compagnie. Et du coup, ils les abandonnent. Donc, c'est pas sans conséquence, on en parlera. Et on terminera du coup avec un petit outil fort intéressant qui s'appelle Make. Donc, un outil no-code / automatisation. Je pense que ça va être quelque chose qui vous intéressera, sera une petite initiation voilà, à cet outil qui est fort sympathique et sur lequel je passe pas mal de temps en ce moment pour automatiser un certain nombre de choses. Vous allez voir, c'est super cool et ça va peut-être vous intéresser. L'outil est assez... on peut faire beaucoup de choses avec, quoi. Voilà. Donc Mathieu qui nous dit aucun framework parce qu'ils ne veulent... Attends, je reprends. Aucun framework parce qu'ils veulent pouvoir modifier facilement quand je serai parti, donc si j'utilise Symfony ce serait plus galère pour eux. Voilà, donc Mathieu du coup, pour rappel, qui nous a présenté un petit site fort sympathique pour une auto-école, et donc fait en PHP mais vanilla quoi, pur natif. Ok. Bob qui nous rejoint, coucou à toi, comment ça va Bob? Très content de t'accueillir ce matin sur le stream. Alors les amis, on va commencer du coup avec ce premier article. Évidemment, on est là pour échanger, donc si jamais voilà, vous avez des réactions et autres, ça m'intéresse. Merci beaucoup Xanenghu qui nous rejoint ce matin, coucou à toi, bienvenue. Donc évidemment, n'hésitez pas à mettre vos réactions et autres, ne me laissez pas tout seul s'il vous plaît les amis, parce que c'est pas très agréable de parler tout seul. N'hésitez pas à réagir, à voilà, poster des commentaires, le temps que je lise l'article, comme ça après on y revient dessus. On commence du coup avec ce premier article de Numérama. Numérama du coup qui nous parle de GPT-4 enfin disponible. Donc pour rappel, ChatGPT, bon je ne vais pas faire de rappel, tout le monde est au courant, intelligence artificielle c'est trop bien, tu parles à des robots, ils te répondent. Sauf que jusqu'à présent c'était basé sur un protocole, enfin alors je suis pas spécialiste là-dessus mais je dirais un modèle de langage en quelque sorte. GPT version 3, il y avait même la 3.5 et donc là on nous parlait de la version 4 qui boosterait encore plus on va dire
cette IA. Et c'était attendu, je crois, le 16 mars, il me semble. Voilà, c'est ça. Initialement, le 16 mars, puisqu'il y a une convention, une espèce de conférence, on va dire. Je crois que c'est organisé par Microsoft sur la thématique de l'intelligence artificielle. Et donc, tout le monde s'attendait à ce que l'annonce soit faite à cette occasion-là. Sauf que, aux surprises, hier soir, quand je prépare ma matinale, je me rends compte que en fait, ils viennent tout juste d'annoncer que GPT-4 allait être disponible plus tôt que prévu. Donc voilà un peu pour la mise en contexte. Je lis rapidement l'article. Alors, c'est la surprise avant l'heure, attendue initialement pour le 16 mars à l'occasion d'une conférence autour de l'intelligence artificielle. La présentation de GPT-4 vient d'avoir lieu 2 jours plus tôt. Le 14 mars, OpenAI, l'entreprise derrière ce projet, a mis en ligne une longue page décrivant les avancées avec cette nouvelle mouture du modèle de langage. Comme on s'y attendait, GPT-4 est multimodal. En clair, il est capable d'aller au-delà du texte, en entrée et en sortie. Dans cette version, indique Greg Brockman, le président et cofondateur d'OpenAI, GPT-4 peut gérer en entrée, c'est-à-dire les données qu'on lui envoie, aussi bien du texte que de l'image. Jusqu'à présent, c'était que du texte. Vous pouviez mettre du texte et il vous répondait. Il tournait, mais avec du texte en entrée. Là, s'il y aurait du texte, plus de l'image. Il y avait eu des espèces de rumeurs aussi. Je ne sais pas si c'est fondé ou pas. Visiblement, cet article ne le confirme pas. Il y avait aussi un certain nombre de rumeurs sur le fait d'avoir aussi de la vidéo en entrée qu'on aurait pu en donner, mais bon, visiblement c'est pas encore le cas. En tout cas, donc du texte et de l'image en input. De son côté, GPT-4 fournit du texte en sortie. Voilà, donc ça c'est ce qui est annoncé. Autre surprise, GPT-4 va être disponible rapidement, à condition de passer par la formule payante ChatGPT+. Ok, donc ça c'est une formule qui a été mise en place il y a quelques temps. Je crois que c'est quelque chose de l'ordre de $20 par mois. L'accès se fera via chat.openai.com avec un plafond d'utilisation. Ce seuil indique qu'OpenAI sera ajusté par la suite selon les demandes et les performances du système lorsqu'il sera utilisé en conditions réelles par les internautes. En clair, au début, je pense qu'ils vont brider un peu l'utilisation et ils vont faire du test and learn. Ils vont déployer petit à petit et voir que tout tourne bien et que les machines supportent bien le trafic. Et la façon dont ça fonctionne. Selon OpenAI, la différence entre GPT 3.5 qui alimente donc ChatGPT et GPT-4 ne sera pas nécessairement perceptible à chaque fois. L'entreprise évoque une distinction subtile, entre guillemets, dans le cadre d'une conversation informelle entre l'internaute et ChatGPT. Par contre, les capacités de GPT-4 sauteront davantage aux yeux lorsque la complexité de la tâche atteint un seuil suffisant. Donc là, ils ont fait un graphique qui est assez intéressant. Où en gros ils testent dans plusieurs types de conditions et donc ils comparent en fait est-ce que GPT-4 est plus performant, en fait c'est la barre verte, plus performant dans tel ou tel cas que comparé à la barre bleue, donc à GPT 3.5, la version précédente. Et grosso modo, ce qu'on peut constater, en fait, c'est que selon les cas d'utilisation, selon dans quelles conditions on l'utilise, ce qu'on lui demande et autres, il y a des moments où ça va être moins évident, en fait, ce petit gap, et d'autres où ça va l'être beaucoup plus. Donc, ça dépendra du contexte. Donc ce que dit l'article ensuite, c'est que pour le démontrer, OpenAI a partagé un graphique comparant les résultats de GPT 3.5 et la version 4 sur différents types d'examens. Dans certains cas, l'écart entre les deux modèles de langage est immense. GPT-4 est plus fiable, plus créatif et capable de gérer des instructions beaucoup plus nuancées que GPT 3.5. Ça, c'est ce qu'annonce OpenAI. Et donc, la société juge que ce modèle, entre guillemets, affiche des performances de niveau humain sur divers critères professionnels et académiques. Fin de citation. Bon, voilà, c'est un peu de marketing, c'est normal. Même si dans de nombreux scénarios du monde réel, GPT-4 reste moins performant que les humains. Voilà un peu pour le résumé de cette petite mise à jour. Jusqu'à présent, moi je trouve que de toute façon c'était déjà très impressionnant de base ce que c'était capable de faire. On va voir du coup avec cette évolution, est-ce que oui ou non on constate des nouvelles choses. J'ai pas eu l'impression par contre qu'il y avait de nouveautés en termes de mise à jour de base de données. Puisque je vous rappelle du coup que toutes les données toutes les données sur lesquelles se base ChatGPT sont basées sur des données antérieures à 2021. Ça va jusqu'à 2021.
Donc je crois pas qu'il y ait de modification à ce niveau-là. En revanche, si j'ai bien compris, c'est plus au niveau des nombres de paramètres en fait qu'on peut donner en fait à la machine. C'est là que vraiment il y a une grosse différence. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait présenté, il y avait un petit schéma. Je pense que d'ailleurs je peux vite le retrouver. GPT-3 vs GPT-5. Je crois qu'il y a une... pourquoi je dis GPT-5? N'importe quoi. GPT-4. Voilà, c'est ce petit schéma-là qui est assez connu, qu'on voit assez souvent. Où en gros, il compare... Alors, moi, au début, je pensais que c'était les données qui étaient emmagasinées, mais visiblement, de ce que j'en ai compris, mais je mets vraiment avec des gros guillemets parce que je suis pas spécialiste en la matière. Mais il semblerait que ça, en fait, ça représente la quantité de paramètres qu'on peut insérer. Voilà les différentes variables, on va dire, qui peuvent être prises en compte, on va dire. Mais je vous avoue que je suis pas spécialiste en la matière. Alors, 2020, coucou à toi, première fois dans le chat. C'était un fake qui tourne depuis un an. Ben voilà, ben écoute, si c'est un fake, tant mieux, tu vois. Moi, comme je l'ai dit, j'étais pas hyper à l'aise sur ce sujet, donc je pouvais pas spécifier, enfin sur ce sujet, sur la comparaison entre le 3 et le 4. Donc j'avoue que je pouvais pas spécifiquement m'avancer là-dessus. Mais dans tous les cas, au niveau des articles, c'est ce qui semble, en tout cas, dans tous les articles que j'ai lus, c'est ce qui semble s'en dégager. C'est qu'en termes de paramètres que tu peux insérer, de nombre de choses, voilà, de complexité, je dirais, au niveau conversationnel, c'est bien meilleur, quoi, en tout cas. Déjà, ça l'était quand même de façon suffisamment impressionnante en version 3.5, mais la version 4 irait encore plus loin, il y aurait beaucoup plus de subtilité, etc. etc. C'est ce qu'il faut un petit peu en retenir. Voilà. Alors, je sais pas si vous utilisez un peu ces technologies-là. Est-ce que toi, 2020, tu l'utilises peut-être au quotidien ou pas, ce type de techno? Moi, je commence à l'utiliser. Je pense d'ailleurs que je vous montrerai un exemple assez concret sur justement sur la partie automatisation en fin de stream, là, quand on utilisera Make. Il y a pas mal de cas où quand c'est combiné, quand c'est plugué avec quelque chose qui fait... je me rends compte que j'ai plus mon... Attendez 2 secondes les amis. Je vais vous mettre le petit... je vais mettre le chat. Où es-tu, chat? Chat. Alors attendez, parce que je me rends compte qu'on n'a pas le chat de présent. Tac, voilà, c'est à nouveau présent. Tac, voilà. Et du coup, dans le cadre comme ça d'une automatisation, ça peut être hyper intéressant. Vous allez voir, je vous ferai un petit test justement qui, voilà, bon, ce sera pas un test poussé, mais vous verrez qu'on peut s'appuyer justement sur l'API d'OpenAI qui est assez intéressante. Alors 2020 qui dit: je teste surtout par curiosité et pour voir les limites. Ok. Non mais voilà, moi à titre personnel, je trouve ça intéressant dans mon utilisation quotidienne pour tu vois tout ce qui va être résumé d'articles ou voilà, essayer des fois de lui donner en entrée en fait un certain nombre de choses avec des arguments, des choses comme ça, et qu'il le tourne d'une façon un peu plus voilà, un peu plus agréable, etc. Ça, je trouve qu'en ça c'est assez utile. Après, je suis pas vraiment convaincu de ce que j'ai vu pour le moment que ça va nous remplacer, machin et tout ça, je suis pas trop parano là-dessus, quoi. Ok les amis, donc GPT-4 disponible. On wait and see, hein, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, possibilité maintenant en input de mettre de l'image, à voir est-ce que oui ou non derrière ils vont faire en sorte de... comment dirais-je, est-ce qu'il y aura du traitement d'image ou que ce sera toujours purement textuel, puisque après en termes d'image on a DALL-E, on a d'autres IA qui sont un peu sur ce type de créneau là. 2020 qui dit oui, il traite bien les textes. Ouais c'est ça. Le 3.5 septembre 2021 si je me souviens bien. Ok. Manu qui met d'ailleurs tu sais si GPT-4 est entraîné sur des données qui vont de là de 2021. Alors justement c'est ce que je disais tout à l'heure, j'en ai pas l'impression, en tout cas de mes lectures et de ce que j'ai vu on va dire dans les différents articles, il parle pas encore d'update justement de la donnée. Puisque, bon, pour rappel, du coup, la différence entre justement cette IA là et l'IA typiquement de Google qui est sortie il y a pas très longtemps, c'est que celle de Google en fait serait pluguée directement sur les comment dirais-je, sur les sur les données web en fait, c'est-à-dire mise à jour en direct, alors que OpenAI a fait le choix de figer à 2021.
Alors en soi, c'est un choix qui est discutable, mais je pense que si on y réfléchit bien techniquement, c'est sûr qu'il vaut mieux être, enfin, vu que c'est une IA, que c'est entraîné, etc., si tu lui balances de la donnée en permanence, est-ce qu'elle arrive à suivre le rythme ou est-ce qu'il vaut mieux en fait se cantonner sur, par exemple, une donnée, une quantité de données bien précise et qu'elle soit plus performante, voilà. Bon, ça, je suis pas du tout je suis pas assez calé sur ce type de sujet pour en juger, mais en tout cas, c'est une limite. Et c'est un parti pris qui a été donné. Et on n'a pas encore eu de... Enfin, moi, en tout cas, dans toutes mes lectures, j'ai pas vu encore qu'ils avaient de projet de mise à jour. J'imagine que ça viendra d'essayer de mettre un petit peu plus à jour les données. Mais à ce jour, je t'avoue que non. Pour le moment, j'ai pas vu... En tout cas, c'est pas lié à cette mise à jour de GPT-4, quoi. Voilà. J'ai vu ah oui, septembre 2020 pour GPT-4. Alors est-ce que c'est pour la date de... Non, pas la date de sortie parce qu'il semblerait que ce soit déjà le cas. Est-ce que tu veux dire par rapport à une mise à jour potentielle de la base de données? Je ne sais pas. Ça on peut regarder. Hein. Mise à jour, base données, ChatGPT. Voyons voir. Ouais, non, je vois rien pour le moment. Je vois rien. Si jamais vous avez vent de ça, n'hésitez pas à le partager. Moi, ça m'intéresse. Voilà, les amis. On enchaîne avec date de fin des données d'entraînement. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, d'accord, ok. Oui, oui, 2021. Mais après, est-ce que tu sais, toi, par exemple, s'ils ont prévu de remettre à jour d'autres... de remettre à jour ces bases de données-là et de les pousser un peu plus ou pas? iFix Your Tech, j'utilise Bing, ce qui est cool. En plus d'utiliser Internet, il cite les sources des recherches. Ouais, ouais, ça c'est un truc qui avait été souvent reproché. Alors notamment, c'était pour... c'était l'IA de... Comment ça s'appelle de GitHub, Copilot. Il utilisait justement des bouts de code en fait. Donc voilà, quand vous êtes développeur, vous avez nécessité... Vous pouvez en fait être assisté de cet outil qui s'appelle GitHub Copilot, qui utilise de l'IA pour vous suggérer en fait des bouts de code, voilà. Et sauf que le problème c'est que ça se basait sur des codes d'autres développeurs / développeuses, sauf que ça citait pas la source, ça ne disait pas, voilà, il n'y avait pas de citation et autres, donc et du coup il y avait une notion de propriété et d'éthique qui était pas, qui était un peu remis en cause quoi. Et ouais, donc du coup, ok, avec Bing, ils font ça. Ok, ok. Moi, j'avoue que Bing, je suis pas du tout utilisateur. Je sais que là, ils ont repris un peu de part de marché grâce à ça, depuis qu'ils ont intégré la partie IA. Mais voilà, pour le moment, je t'avoue que j'ai pas testé personnellement. Mais très cool, ouais. Très cool qu'ils citent... ça, c'est pareil, citer les sources de recherche, je crois que c'était aussi un truc, un caractère différenciant sur l'IA de Google. Ils avaient fait en sorte justement de prendre un peu tous les défauts qui étaient reprochés et de les pousser à fond pour dire regardez, nous c'est mieux, machin. 2020 qui dit j'ai entendu une spécialiste qui disait que les algos ne sont pas encore au point pour intégrer des nouvelles données, mais ils progressent. Ok. Ouais, bah tu vois, c'est un peu la vision que j'ai. Hein. Je pense qu'il vaut mieux être bon sur un certain... Il y a quand même une quantité de données qui est assez énorme, hein, mais il vaut mieux être bon sur un périmètre bien défini, je pense, que sur de la donnée entrante en permanence et être très approximatif. Mais bon, encore une fois, je suis pas spécialiste IA. Ok. Très intéressant. On enchaîne, les amis, avec l'article suivant. Du coup, il s'agit d'un article du blog du modérateur. Et Wish qui est à nouveau référencé sur les moteurs de recherche après avoir été banni. Donc, pour le contexte, je lis rapidement le début de l'article. Fin 2021, le gouvernement français ordonnait le déréférencement de Wish sur les moteurs de recherche et sur les boutiques d'applications en France. La raison, des produits vendus par Wish jugés non conformes et dangereux. Aujourd'hui, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aussi appelée la DGCCRF, suspend sa sanction. Alors, la DGCCRF décide d'autoriser le retour de Wish sur les moteurs de recherche et les boutiques d'applications à la suite de longues discussions pendant plus d'1 an avec le site e-commerce. Je pense qu'un an sans être référencé sur les moteurs de recherche, ni aucune boutique et quoi que ce soit, ça a dû avoir quand même un impact assez conséquent sur leur chiffre d'affaires, à mon avis. Depuis son bannissement, Wish a mis en place des procédures de retrait et de rappel et une limitation des produits similaires à ceux reconnus comme non conformes et dangereux, ce qui justifierait la levée de la sanction. Pour rappel, un communiqué avait été publié par le ministère de l'économie en novembre 2021, faisant un état des lieux des problèmes liés aux produits vendus par Wish. L'enquête a permis de révéler la mise en vente d'un grand nombre de produits non conformes et dangereux, avec des taux de dangerosité particulièrement élevés pour certaines familles de
produits. Donc ça c'était la raison principale, c'est qu'en gros ils vendaient des trucs voilà, là, souvent de provenance je dirais asiatique et non conformes par rapport aux critères qui sont définis par la DGCCRF entre autres, hein, mais voilà, jugés comme dangereux on va dire. Ainsi, Wish devrait être de nouveau visible dans les résultats de recherche en France sur Google, Bing ou encore Quant, mais aussi sur les stores d'applications comme Google Play Store ou l'App Store d'Apple. Malgré sa décision de lever la sanction, la DGCCRF continuera de rester attentive aux pratiques de Wish pour s'assurer du respect des règles en matière de protection des consommateurs. Il y a des gens qui utilisent Wish ici, ou qui ont utilisé Wish. Moi j'avoue que c'est pas... D'ailleurs je vais taper ça Wish dans Google pour voir. Ouais, ça remonte bien maintenant. J'ai jamais trop utilisé ce genre de service perso. On va voir. Ouais, voilà, donc c'est des trucs pas chers qui proviennent de on ne sait trop où. Et où tu dois avoir, j'imagine, des délais de 3 semaines ou je sais pas combien pour arriver à les recevoir. Ok. Bon, après, voilà, c'est pas cher, quoi. Dernier paragraphe, du coup, en revanche, Wish n'a pas échappé à l'amende pour pratique commerciale trompeuse. Le tribunal correctionnel de Paris vient de condamner le site e-commerce à payer une amende de 3 millions d'euros. Cette sanction fait suite à une enquête menée par la DGCCRF en 2018 et 2019 qui dénonçait des faux rabais. C'est pas beau ça. Sur certains produits. Ces réductions excessives donnaient l'illusion d'une offre promotionnelle intéressante pour le consommateur alors que ce n'était pas le cas. Donc grosso modo ce qu'il faisait c'est que, je suppose, c'est que en gros il balançait du moins 80% ou je sais pas quoi sur un prix qui était fictif en fait et en réalité c'était le prix à l'arrivée était le vrai prix ou voilà, j'imagine que c'était ce genre de bail. Ok. Bon voilà, en tout cas, voilà, vous voyez, j'ai tapé Wish, ça remonte bien sur les moteurs de recherche. Et puis, ce qu'il faut en retenir, je pense, de cette actualité surtout, c'est qu'une fois de plus, la législation aujourd'hui en France et même en Europe peut très bien intervenir sur des sites aussi gros que Wish et sur, on l'a vu ces derniers temps, notamment sur des GAFAM ou ce genre de choses. Même si c'est sur internet, on ne fait pas tout ce qu'on veut et potentiellement il peut y avoir ce type de sanctions. Et la législation est visiblement capable de condamner à des déréférencements sur des moteurs de recherche tels que Google, ce qui a un impact, je pense, considérable sur le trafic du site, quoi. Voilà, donc fin de sanction en tout cas, et puis j'imagine qu'ils doivent être très très contents de ce retour de référencement. On enchaîne avec l'article suivant, un article donc de ZDNet qui parle de Meta. Donc le groupe Meta, que vous connaissez sans doute, qui est détenteur de Facebook, qui est détenteur d'Instagram et je crois de WhatsApp aussi. Hello Dub toi nous, coucou à toi, bienvenue ce matin dans la matinale. Donc ZDNet qui nous parle de Meta qui développe une alternative décentralisée à Twitter. Ah, ok. Donc... Rappel du contexte, Twitter, bon voilà, je vous ai passé ce petit passage, mais grosso modo, depuis qu'Elon Musk est là, ça bouge beaucoup du côté de Twitter. Il y a eu plein de frasques, plein de gossip, etc., etc. Des utilisateurs qui sont partis, des publicitaires qui se barrent, ils perdent de l'argent, etc. Donc c'est un peu compliqué en termes de contexte. Du coup, plein de personnes qui lancent beaucoup d'alternatives. On a vu notamment Mastodon qui est justement une alternative décentralisée, précisément. On a également Blue Sky. Je ne sais pas si vous connaissez aussi Blue Sky. Blue Sky qui est donc pareil, qui a été lancé par l'un des cofondateurs de Twitter, justement. Et qui, merci beaucoup... Imitiki, merci beaucoup du follow et de nous rejoindre, bienvenue à toi. Donc Blue Sky qui était lancé par l'un des cofondateurs de Twitter qui est une autre alternative, je sais pas s'il y a la notion de décentralisation. Voilà, pour le moment ils sont en bêta fermée je crois,
il me semble. Et donc voilà, mais en tout cas ça fait partie des alternatives, mais à chaque fois c'est pas des gros groupes on va dire qui arrivent et qui proposent une méga alternative. Et là du coup pour le coup c'est Meta, donc ça c'est sérieux quoi. Généralement quand t'as Meta qui commence à se positionner en concurrence avec toi, ça pue un peu. Et donc du coup ils ont potentiellement une alternative décentralisée à Twitter qui devrait apparaître et sur lequel ils y bossent. Je lis le chat. JP qui met Elon Musk qui se moque d'un handicapé. Ah, j'étais pas au courant de ça. J'étais pas au courant. Ok. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Mais de toute façon, voilà, là, Elon Musk a bien fait parler de lui, pas forcément en bien, et je pense qu'il a perdu un peu dans l'estime de pas mal de personnes. Donc, cette alternative, je lis rapidement l'article. Meta, la société mère des applications Facebook, Instagram et WhatsApp, est en train de créer sa propre alternative à Twitter, selon Money Control. Donc, d'après un courrier envoyé par Meta à Platformer, Meta explore un nouveau réseau social décentralisé, autonome, pour le partage de mises à jour textuelles. Donc, partage de mises à jour textuelles, Dixit, ça fait tout à fait directement penser forcément au modèle de Twitter. Meta affirme qu'il existe une opportunité pour les créateurs et les personnalités publiques de coexister et d'interagir sur une seule plateforme. Cette opportunité existe, mais elle a été réalisée il y a 17 ans par les fondateurs de Twitter. L'opportunité pour de nouvelles applications similaires à Twitter n'est pas due à une idée nouvelle et innovante, mais à la mauvaise gestion de Twitter, à sa baisse de popularité et à la diminution des revenus, ce qui a fait de la place à ses concurrents. Selon des sources proches du nouveau projet de Meta, l'entreprise est encore au premier stade de développement, mais selon Money Control, le projet s'appelle P92 ou P92. Attention, il y en a certains que je regarde dans les yeux. Si vous clippez ce genre de choses quand je parle anglais, je vous préviens, je vais tirer des oreilles. Les personnes concernées se reconnaîtront. Donc le projet s'appelle P92 et les utilisateurs peuvent se connecter à l'application en utilisant les identifiants de leur compte Instagram. Non mais t'inquiète pas, il y a des gens qui se reconnaîtront dans le chat, ils savent très bien de quoi je parle parce que je me suis fait clipper en train de parler en anglais et on a marqué Anthony Hollande, très très drôle cette vanne, très très drôle. Donc comme Mastodon, Meta prévoit de créer une plateforme de médias sociaux décentralisés. Les réseaux sociaux décentralisés diffèrent des réseaux centralisés parce qu'ils sont contrôlés par plusieurs entités. Sur un réseau décentralisé, il n'y a pas une seule personne qui gère le réseau. Donc c'est ça un peu l'idée, c'est surtout que toute la data n'est pas concentrée en fait. Voilà, quand par exemple vous créez du contenu sur... typiquement quand vous créez du contenu sur... je sais pas, sur Instagram ou peu importe, tout le contenu que vous créez déjà, si je me trompe pas, c'est la propriété de la plateforme, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et tout est concentré en fait et hébergé sur une seule et même... sur un même endroit en fait. Tout est relié en fait à la maison mère quoi. Enfin à leur infrastructure technique quoi. Dans le cadre d'un réseau décentralisé, d'un réseau social décentralisé, l'idée justement c'est que c'est pas tout concentré sur un seul serveur, c'est vraiment chaque personne qui peut héberger en fait finalement sa propre instance en fait. Et voilà, c'est un peu comme souvent il y en a qui parlent par exemple des emails. Les emails typiquement, en gros vous avez un serveur de mail qui peut être que vous pouvez vous-même héberger, et donc avoir votre propre serveur finalement, et donc avoir cette notion un peu de décentralisé. JP, ah oui d'accord, donc ça c'est c'est le fameux article. Un employé demande s'il est viré à Elon Musk qu'il attaque sur son handicap puis s'excuse. D'accord, ok, sur France Inter. Ok. Un peu loin à expliquer, mais tu liras ce soir avant de te coucher, tu dormiras bien. Ouais, je sais pas si c'est quelque chose qui va vraiment m'aider à dormir, mais bon, bref. Merci du partage en tout cas, JB. Du coup, voilà, cette notion de décentralisé, hyper importante. Alors, c'est assez antinomique, parce que Meta fait partie, d'ailleurs, ils en parlent un petit peu plus loin dans l'article, fait partie un peu, justement, des précurseurs du modèle, justement, très centralisé, etc. Bon, là, est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Parce qu'on sait qu'en ce moment, Meta, c'est pas non plus la folie. Ils virent je sais pas combien de personnes. J'ai entendu qu'ils virent encore 10 000 autres personnes là, prochainement. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et ils tentent plein de trucs. On sent qu'en ce moment, ils tentent plein de trucs. On le verra d'ailleurs sur l'article suivant.
On sent qu'il y a des choix drastiques qui sont pris, ce qui traduit une situation tout aussi drastique, je pense. Donc, la notion de décentralisation pour ce réseau, donc P92. Ce que dit encore l'article, c'est que historiquement, Meta n'est pas partisan des réseaux décentralisés. En fait, les applications de l'entreprise s'appuient même fortement sur la logique de Wallet Garden pour maximiser les bénéfices tirés des campagnes de marketing et de publicité. Alors, je ne vous cache pas que Wallet Garden, je ne connaissais pas du tout ce terme. En gros, traduisez ça comme un jardin cloisonné. Donc, l'idée, c'est de dire, quand on va faire passer de l'info, enfin tout ce qui est, je dirais, articles, contenu et autres, on va se servir de filtres et de ce genre de choses pour en gros pousser le contenu qui nous arrange bien, quoi. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et après, s'il y a d'autres, j'avais vu cette expression là, voilà, sur eMarketing FR, ils disent expression d'origine anglo-saxonne qualifiant une action de communication ou un processus, un système de diffusion d'informations pour lequel l'auteur restreint l'accès par des mécanismes de filtre, code ou mots de passe. L'expression française jardin muré reste très peu utilisée. Donc je pense qu'en gros, selon ma compréhension du terme, mais à vérifier, c'est le principe en fait selon lequel les réseaux sociaux, via leurs algorithmes et autres, vont vous pousser plutôt tel ou tel contenu, où en fait vous êtes enfermé finalement dans une espèce d'entonnoir, et puis ils vous poussent aussi les pubs qui vont bien, etc., etc. Donc quelque chose de très fermé. Là pour le coup, justement il faudrait plus partir sur quelque chose de plus ouvert, de décentralisé, où la donnée ne leur appartient plus, etc., etc. Donc c'est un peu ce qui est traduit ici, et dire donc pour maximiser les bénéfices tirés des campagnes de marketing, le modèle commercial des Wallet Garden est de plus en plus scruté par les législateurs avec des lois antitrust qui menacent certains aspects de la légalité du modèle. Donc voilà, la loi qui s'en mêle aussi, le législateur qui se mêle de tout ça et qui se rend bien compte des limites en fait des réseaux sociaux et du fait que en gros voilà, en termes d'éthique et de politique antitrust, forcément il faut ouvrir vachement plus, même si c'est de la donnée, même si c'est numérique et que c'est peu palpable. En réalité voilà, aujourd'hui on essaye de légiférer un peu sur tout ça et de faire en sorte d'avoir des choses beaucoup plus ouvertes et qui évitent en fait d'avoir des gens qui dominent et qui peuvent pousser aussi de la donnée plus ou moins vérifiée, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc la création d'une alternative décentralisée à Twitter reste cependant un défi. En novembre dernier, Mastodon a vu plus d'1 million d'anciens utilisateurs de Twitter rejoindre la plateforme, mais n'a pas réussi à les retenir. Reste qu'au plus fort de sa popularité, la plateforme a constitué une véritable menace à Elon Musk qui a brièvement interdit le partage des liens Mastodon sur Twitter. Voilà, ça par exemple, ça fait partie des dérives qu'on peut avoir quand vous êtes sur quelque chose qui n'est pas décentralisé. La popularité de Twitter reste malgré tout très forte, malgré les problèmes importants rencontrés au cours des 6 derniers mois. Et côté Mastodon, l'expérience utilisateur, parfois compliquée, n'incite pas plus que ça à la pratique quotidienne. Alors après, voilà, quid, donc je passe un peu sur cet article-là pour qu'on avance un peu. Mais en gros, c'est le quid de... oh non, remarque, c'est intéressant, ça, je vais le lire. Du modèle économique, parce que ok, on est dans du décentralisé, mais derrière ça reste des entreprises, on est d'accord. Donc comment est-ce que ça se rémunère tout ça? Les plateformes décentralisées n'utilisent pas de tactiques publicitaires typiques des plateformes de réseaux sociaux du Web 2. Mastodon n'a aucune publicité et pour l'heure personne ne sait comment la nouvelle plateforme de Meta gagnera de l'argent. Le Web 3, prochaine itération de l'infrastructure web, encourage l'utilisation de la technologie blockchain pour récompenser les clients qui participent à un échange avec un vendeur en ligne. Il s'agit d'une technologie complexe qui n'a pas encore été largement adoptée. Mais il pourrait être intéressant de voir une entreprise qui a essuyé de nombreuses critiques en raison des méthodes publicitaires douteuses et des algorithmes prédateurs pivoter vers une plateforme décentralisée. En gros, c'est ok. Si jamais ils y arrivent, ça pourrait être quelque chose de, voilà, de très précurseur, de se dire, ok, en gros, quelqu'un de l'ancien monde, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'alternatives basées sur la blockchain, voilà, des alternatives très orientées Web3, mais en réalité, il n'y a pas, enfin, tous ceux qui étaient un peu dans l'ancien monde, entre guillemets, est-ce qu'ils vont arriver à pivoter sur ce genre de choses? Donc, si Meta pouvait être le premier géant du Web2 à passer avec succès à la technologie du Web3, ça serait quelque chose d'assez novateur. Il est donc peut-être temps d'attendre à... attendez, je reprends. Il est donc peut-être temps d'apprendre à utiliser les plateformes de réseaux sociaux décentralisés. Voilà, donc ça c'est une tendance globale. Si jamais il venait à y arriver, je pense que ça ouvrirait la voie à beaucoup de choses, sachant qu'ils sont détenteurs quand même de gros
réseaux sociaux, ouais, on parle de WhatsApp, on parle d'Instagram, enfin WhatsApp étant plutôt une messagerie, mais on parle d'Instagram, on parle de Facebook, etc. etc. Ça ouvrirait la voie à pas mal d'autres réseaux sociaux, sachant également, comme je le rappelle assez régulièrement, que aujourd'hui on voit la limite des réseaux sociaux avec les placements publicitaires, etc. De moins en moins de gens qui vont investir là-dedans. Enfin, en tout cas, ils placent beaucoup d'argent, visiblement, les publicitaires, sur tout ce qui est influenceurs, etc. Mais au niveau, je dirais, au niveau de tout ce qui touche au placement via des ads de réseaux sociaux, il y a de plus en plus de contraintes législatives au niveau législatif. On avait parlé notamment d'une mise à jour d'Apple, je ne sais plus comment s'appelle cette mise à jour, qui avait fait perdre je ne sais pas combien de millions, parce qu'en gros c'était une mise à jour qui obligeait à pousser un message pour avoir le consentement de l'utilisateur à être traqué, et ça avait fait perdre je ne sais pas combien d'argent justement à Meta. Donc effectivement, ce modèle-là commence à s'user un petit peu, et donc il faut voir d'autres alternatives et d'autres modèles économiques. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire sur cet article. N'hésitez pas si vous avez d'autres réactions, si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce qu'effectivement ce modèle décentralisé peut avoir un avenir? Est-ce que vous avez déjà testé peut-être Mastodon, vous? Moi j'ai pas trop testé, j'avoue encore. Je suis plutôt utilisateur de Twitter pour le moment, surtout pour ma veille. C'est assez efficace quand on sait l'utiliser correctement et qu'on suit les bons comptes. Voilà, quid de effectivement comment ça va se passer pour ces géants, on va dire, du numérique qui aujourd'hui vont être obligés de pivoter, quoi. Rapidement, sans entrer non plus trop dans le détail, on va aussi lire l'article suivant du siècle digital qui annonce que Meta abandonne les NFT sur Facebook et sur Instagram. Donc les NFT, non-fungible token, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc l'idée c'est de permettre, en fait, si je vulgarise, d'avoir la propriété d'œuvres numériques, exactement comme vous pouvez avoir la propriété, je sais pas moi, d'un tableau dans le monde physique avec un certificat ou autre. Ben là ça serait d'avoir un peu l'équivalent mais en numérique. C'était promis à un grand avenir, voilà, quelque chose de très aussi, je dirais, vertueux pour les créateurs de contenu, pour les artistes numériques, etc., qui pourraient désormais se rémunérer grâce à ce type de modèle basé sur la blockchain, et notamment parce que, en gros, à chaque fois que l'œuvre est vendue, etc., l'artiste peut toucher une petite rétribution. Donc voilà, quelque chose de vraiment très cool, mais visiblement qui ne prend pas comme prévu. En tout cas, c'est ce qui est un peu annoncé dans cet article. Donc je lis ça rapidement. Les NFT ou Digital Collectibles, je sais pas comment on dit, pour Meta, étaient censés préparer la plateforme à l'arrivée du métavers. Quelques semaines après leur lancement officiel, la société annonçait leur déploiement dans plus d'une centaine de pays en novembre dernier. Une autre expansion importante pour la fonctionnalité était présentée, permettant aux créateurs de minter et de vendre les NFT directement sur Instagram. Voilà, donc minter, c'est un terme qui est vraiment très lié à ça, très lié au monde du NFT, mais en gros, voilà, vous pouviez acheter, vendre, etc. directement sur Insta. Visiblement, la fonctionnalité n'a pas été à la hauteur des espérances des dirigeants de Meta. Nous mettons un terme aux objets de collection numérique, NFT pour l'instant, afin de nous concentrer sur d'autres moyens de soutenir les créateurs, les personnes et les entreprises, annonce Stéphane Kasriel, responsable de Meta en commerce et en fintech. Meta va se concentrer sur les domaines où nous pouvons avoir un impact à grande échelle, à savoir les messageries, la monétisation des Reels sur Instagram, ainsi que l'amélioration de MetaPay, le système de paiement de l'entreprise, également prévu pour le métavers. Alors je ne sais pas si ça se dit Kasriel ou Kariel, a notamment confirmé être en train de travailler sur les paiements par messagerie à travers les plateformes de Meta. Tiens donc, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle un article dont on avait parlé il n'y a pas si longtemps, justement, où Elon Musk avait cette vision de faire comme WeChat, là, le réseau un peu chinois, de transformer Twitter en une appli à tout faire, avec notamment un moyen de paiement, enfin, pouvoir payer à travers la messagerie. C'est incroyable parce qu'ils se copient tous les uns les autres, en fait, et ça devient presque ennuyeux. Cette annonce intervient à un moment charnière pour le géant américain. Selon son année 2022 était particulièrement difficile en raison du contexte économique, mais également d'autres facteurs comme l'App Tracking Transparency d'Apple. C'était de ça dont je vous parlais tout à l'heure, l'espèce de mise à jour qui leur a fait perdre pas mal de pognon.
En conséquence, Mark Zuckerberg a déclaré en 2023 que 2023 serait basé sur l'efficacité. En plus de licencier des milliers d'employés, la firme met fin à de nombreux projets. L'année dernière, elle a par exemple abandonné son portefeuille numérique Novi, qui devait prendre en charge les NFT. Après avoir atteint un niveau pharaonique d'engouement en 2021, le marché des NFT s'est effondré l'année dernière avec des pertes estimées à plusieurs milliards de dollars. Voilà. Bon, je trouve ça un peu drama comme article. Je sais pas si vraiment c'est autant effondré que ça. Mais en tout cas, voilà. Sachez que Meta se désengage un peu sur cette partie-ci. Voilà les amis, on a fait le tour de l'actu. Ce que je vous propose maintenant, c'est de conclure avec un petit test. Un petit test qui pourrait être, voilà, qui j'espère va vous plaire. L'idée, ça serait de vous faire, de vous initier, de vous faire découvrir rapidement. Hello Twix, t'arrives sur l'instant démo, t'arrives pile poil au moment où on commence la démonstration. Donc l'idée, c'est que en ce moment, comme je vous le disais, je fais pas mal de, j'essaie d'automatiser pas mal de choses dans mon workflow, éviter de répéter certaines tâches, etc., etc. Et il s'avère qu'il y a quelques semaines de ça, on a fait une interview orientée plutôt Notion, mais les personnes qui étaient présentes étaient plutôt à l'aise aussi sur la partie no code. Alors attendez, je vais vous ressortir le visuel. Où est-ce qu'on est, c'est où? Voilà. C'était cette interview. Je sais pas si vous vous rappelez, donc c'était basé principalement sur, on parlait principalement de l'outil Notion, et donc on avait accueilli ces trois personnes, Camille, Shubham et Alexis, que vous connaissez probablement, qui sont assez leaders, je dirais, dans les communautés, notamment communauté francophone Notion, mais aussi pas mal sur la partie no-code, spécialement Alexis, qui stream aussi sur le stream de No Code France, et ça m'a fait pas mal réfléchir tout ça. Ça a fait un peu son chemin, et en tant que créateur de contenu entre guillemets, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles des fois je perdais trop de temps et sur lesquelles ça pourrait peut-être être automatisé. Et donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et je suis tombé sur ce super outil qui s'appelle Make. Donc c'est un outil qui avant s'appelait Integromat, sachez-le, parce que Make, en termes de référencement, si je peux faire un retour d'expérience, c'est très pourri. Quand vous tapez, genre je sais pas, vous avez besoin de chercher un truc sur Make et que vous tapez Make quelque chose, le moteur de recherche confond un peu, puisque Make c'est un terme en anglais qui veut dire faire, voilà, ce genre de traduction. Donc si vous tapez Make Integromat, là par contre vous allez tomber directement sur le site. Donc qu'est-ce que c'est le principe de Make? Il n'y a rien de... pas non plus quelque chose de révolutionnaire en soi, mais voilà, l'outil est plutôt bien fichu. L'idée, c'est que vous allez pouvoir en fait prendre des petits modules, vous allez pouvoir vous interfacer, voyez-le un peu comme un chef d'orchestre, et vous allez pouvoir vous interfacer à plein d'API, plein de services en fait que vous utilisez, et faire des successions comme ça de parcours et automatiser tout un tas de choses selon plein de conditions. Donc je peux vous montrer quelques exemples. Donc ça se présente comme ça, et quand vous vous connectez, vous pouvez créer un compte. Donc vous voyez, moi je suis en free, je suis vraiment en modèle gratuit. Il y a un modèle payant, en fait c'est du freemium. Vous avez une bonne partie des fonctionnalités qui sont accessibles en gratuit, et après vous pouvez payer pour avoir plus de fonctionnalités. Mais franchement déjà avec la version gratuite, vous pouvez faire pas mal de choses. Et donc en gros, vous avez la notion de team effectivement, hein, vous pouvez en gros être plusieurs sur le même compte, etc., etc. Et après donc vous avez ce qu'on appelle des scénarios. Donc les scénarios en fait ça va être les séquences, voilà, ça va être les choses qui vont s'enchaîner, qui vont faire que vous allez pouvoir automatiser des choses. Donc si par exemple je crée un nouveau scénario, hop, alors évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas dans le chat à me les poser. Vous voyez bien là? Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être correct. Donc en fait ça c'est typiquement voilà ce qu'ils appellent leur builder. Généralement vous allez commencer avec un trigger, donc avec quelque chose qui va déclencher une action. Ça peut être de plusieurs natures, ça peut être soit quelque chose que vous activez vous manuellement, ça peut être aussi quelque chose qu'on écoute. Par exemple j'ai un scénario typiquement qui va se déclencher à chaque fois que je lance un stream, donc à chaque fois que le stream se lance, et hop ça va déclencher l'un de mes scénarios. Donc on peut commencer, voilà, quand on clique sur le plus, on peut voir tout ce qui est accessible. Vous voyez que la liste quand même des services, alors attendez je vais peut-être changer, hop voilà vous verrez mieux. La liste des services est quand même assez longue, on peut vraiment se connecter à plein de choses, donc il y a
tout ce qui est de l'ordre du Google. Alors là, il y a tout, hein, Google Drive, Google Form, Google Doc, voilà, vous pouvez vraiment vous interfacer à tout. Google Slide aussi, si vous voulez générer des slides automatiquement, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a, enfin, honnêtement, je peux pas passer sur tout parce qu'il y en a tellement que voilà, on a du comment ça s'appelle, du Airtable, on a du Google Sheet, enfin voilà, vraiment de tout. Et donc grosso modo, comment ça se passe? Vous allez déclencher une action. Donc ça peut être sur une écoute par exemple. Je peux dire ok, donc sur Twitch, à chaque fois par exemple que tu vas, alors tu vas, une fois qu'on rentre dans un modèle, après, dans un module, je prends le module de Twitch par exemple, je vais aller pouvoir sélectionner qu'est-ce qui va déclencher. Donc par exemple j'ai la fonctionnalité Watch Stream, donc il dit écoute un stream, et donc il faut que j'aille définir quel stream est-ce que je veux écouter. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Ou après ce qu'on peut aussi faire, c'est de déclencher quelque chose de façon manuelle. Donc par exemple ici on a une petite horloge qui nous permet de dire tu vas te déclencher toutes les 15 minutes, tous les jours, tous les mois, enfin voilà, à intervalles de temps réguliers, ou bien à la demande. Et donc quand je fais ça à la demande, ici j'ai un petit bouton, alors attendez, il faut que je retourne, je vais mettre en plein écran, ce sera plus simple peut-être, non, plein écran c'est pas ouf. Comment je peux faire ça ? Bon, je vais vous mettre ici. Ouais, ça ira. J'ai un gros bouton ici, Run Once, qui me permet de lancer, de trigger mon truc. Donc, une fois que j'ai lancé, en fait, que j'ai défini ce qui va lancer mon scénario, je vais pouvoir ici cliquer sur mon petit plus et ajouter en fait des séquences de choses. Donc, par exemple, dire ok, quand je clique dessus, tu vas aller, par exemple, sur Twitter. Imaginons, hop, je lance Twitter. Hop, et tu vas aller créer un tweet. D'accord, donc là il faut se connecter, mais c'est très très facile à faire. Là par exemple j'ai relié le compte Déclic, et puis je marque le tweet que j'ai envie de lancer et je fais OK. Et quand je vais, alors là je vais pas le faire parce que sinon ça va vraiment tweeter, mais quand je vais lancer mon scénario, pouf, ça va se déclencher, je vais voir les séquences et je vais voir tout ce qui se passe. En fait il va me le proposer, il va me le montrer, me le matérialiser. Donc j'ai fait quelques exemples histoire de vous montrer un petit peu. Donc par exemple, j'ai mon scénario Twitch ici, qui est présent. À chaque fois que je vais lancer un stream sur Twitch, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller récupérer les informations de la chaîne Déclic. Et pourquoi est-ce que je récupère les informations? Tout simplement parce que j'ai besoin de savoir mon titre. Et donc à partir de là, il va faire une requête HTTP. Donc voilà, une requête HTTP, bon je sais pas comment dire ça de façon plus simple, pour aller sur un webhook de Discord. Donc typiquement en fait là ce que je voulais faire avec ce scénario, c'est qu'à chaque fois que je lançais un stream Twitch, qu'il aille directement faire une notification sur le Discord de Déclic et sur le Discord de PicBeam pour rappeler en fait et dire le stream est lancé, mettre le titre de façon automatique et puis voilà, faire une petite notification. Et donc c'est ce qui se passe ici. Donc vous avez aussi des petits modules de type utilitaire, je dirais. Donc par exemple ici on a le routeur. Le routeur c'est pour dire j'aimerais que tu fasses ceci et cela. On peut en fait splitter les chemins et dire voilà, à partir des infos que tu as récupérées ici, tu vas d'abord faire une requête, une première requête et puis ensuite une seconde, mais j'aurais très bien pu les chaîner, les mettre les uns après les autres. Là l'avantage c'est que ça se fait en même temps en parallèle. Voilà, donc ça c'est un petit exemple de choses à automatiser. Et après j'ai fait un autre exemple que je voulais vous partager qui peut être intéressant, c'est typiquement si vous avez des formulaires par exemple, ça peut être intéressant, des formulaires de contact, des choses comme ça. Par exemple, il y a un service qui est assez intéressant qui s'appelle Tally qui permet de créer des formulaires de façon assez simple. Donc vous voyez, c'est ce service-ci, donc là je me suis connecté. Create Workspace, alors attendez, c'est où déjà qu'on peut créer des formulaires. Hop, je vais revenir sur mon dashboard. Je peux créer des formulaires, voilà, ça permet très facilement comme ça. Mon super formulaire, et ensuite ici je peux soit directement prendre des templates de formulaires, soit sinon aller voilà, c'est une interface très comme Notion, vous savez, vous pouvez faire un slash et puis vous pouvez dire ok, dans mon formulaire j'ai besoin par exemple d'une question à choix multiple, donc je fais choix 01, hop, choix 02. Voilà, j'ai un bouton submit, je définis tout mon formulaire en fait comme ça, et puis ensuite je le publie, et hop, j'ai un super formulaire qui est fait en 2 temps 3 mouvements. Voilà. Donc ça, ce Tally, c'est plutôt sympa. Et donc pour vous montrer ça, j'ai créé justement ce petit formulaire là, qui serait un formulaire, on va dire,
qui permettrait de faire des feedbacks sur des clics, imaginons. J'ai envie que la communauté puisse mettre nom, prénom, job, email et me faire en retour et dire comme ça, ben, super ce que vous faites du côté de Déclic, peut-être vous pourriez faire ceci, cela, etc. etc. Ok, imaginons on part sur ce formulaire-là qui a été fait avec Tally. Ben là, je vais lui dire, ok, mon trigger, ça va être effectivement Tally. À chaque fois que mon formulaire est soumis, j'aimerais que par exemple tu ailles directement m'enregistrer ce qui a été soumis dans une base de données Airtable par exemple. Et donc bah, côté Airtable, vous voyez, j'ai fait le test. À chaque fois que je soumettais quelque chose, hop, il allait directement me rentrer toutes les informations à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt sympa, mais là où ça peut être intéressant, c'est si jamais justement on se plug sur un module type intelligence artificielle comme ChatGPT. Et donc là j'ai créé un scénario qui me permettait de dire ok, finalement à chaque fois que on va me soumettre une réponse, tu vas d'abord effectivement stocker tu vas stocker en fait les informations dans une base de données pour que je puisse historiser. Et en plus de ça, j'aimerais que tu me crées une réponse déjà prédéfinie en quelque sorte et personnalisée. Et donc j'ai utilisé le module justement de ChatGPT. Alors attendez, je vais passer en plein écran pour que vous voyez bien. Et je lui ai demandé en fait, voilà, ben, imagine que tu gères une communauté en ligne avec une chaîne YouTube, par exemple sur des sujets tech, imaginons. Et un tel te fait le feedback suivant. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut variabiliser. Et donc, à chaque fois qu'en fait qu'on clique ici, on peut avoir accès à toutes les variables des modules précédents. Ça, c'est plutôt vraiment cool. C'est-à-dire que là, par exemple, je sais que dans mon formulaire Tally, comme je vous l'ai indiqué, j'ai le prénom, le nom de famille, l'email, le job et le feedback. Ok. Eh bien, je vais pouvoir y avoir accès dans Airtable. Je vais pouvoir dire, ok, tu vas me stocker dans la colonne nom, parce que j'ai fait en gros, bon, je vous passe un peu les détails, hein, mais voilà, j'ai fait une base. Airtable, c'est comme Excel, hein, c'est pareil, mais en beaucoup plus boosté. J'ai fait une colonne nom, prénom, email, job, feedback. Donc, là, je link les deux, je dis ok, ben, le champ last name c'est mon nom, le champ first name c'est mon prénom, email, etc. etc. Comme ça, une fois que le truc est soumis, poum, il va directement me le stocker dans ma base Airtable. Ça peut être sur un Google Sheet, ça peut être sur Notion, sur ce que vous voulez. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas aller me pré-générer une réponse en demandant à OpenAI, ok, j'aimerais bien que, voilà, tu es dans tel et tel cas, j'aimerais bien que tu me rédiges avec une longueur maximum de 200 caractères, j'aimerais bien que tu me rédiges la réponse que je pourrais donner. Et même ce que vous pouvez faire, c'est par exemple créer un brouillon côté, je vais réapparaître parce que j'ai disparu là. Vous pouvez créer un brouillon par exemple dans votre Gmail avec le sujet déjà pré-rempli et la réponse déjà préfaite et vous n'avez plus qu'à l'envoyer. Donc si par exemple on teste celui-ci, alors je regarde que tout fonctionne bien, normalement ça devrait être bon. Après il y a toujours l'effet démo, hein, vous connaissez. Dans mes scénarios, je peux en fait activer des scénarios ou les désactiver. Puisque par exemple, ben, sur cet exemple-ci, il faut qu'il aille écouter en fait mon formulaire. Donc là, typiquement, si jamais je lui dis pas OK, active-toi, ben, ça marchera pas. Donc là, mon scénario est bien activé. Je vais aller sur mon formulaire. Donc je vais le remplir. Je vais par exemple m'appeler, je sais pas, John Doe. Ok. Mon mail, ça va être john@declic.com par exemple. Mon job, ça va être, je sais pas, marketing, imaginons, ok. Et là, je vais faire mon retour. Je vais dire hello Déclic, j'aime beaucoup votre contenu. Je pense qu'il serait, alors là, j'improvise, qu'il serait intéressant de faire plus de contenu sur la thématique du no-code, par exemple. Du no-code. C'est un sujet qui est en vogue et vous permettrait je sais pas moi de faire le buzz, voilà, imaginons cordialement.
Ok, donc ça c'est mon formulaire qui est rempli, qui a été fait via Tally, très très cool, très facile à faire. Je soumets. Je peux customiser aussi toute la partie, en gros, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a soumis, avoir une page plus ou moins sympa, etc. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que au niveau de mon scénario, hop, ici, ça s'est déclenché. Donc si vous aviez en fait le diagramme sous les yeux, il vous montre tout ce qui se passe, les étapes et tout. Mais vous avez aussi une partie historique et vous pouvez voir donc ici 9h34, 15 mars, on a effectivement quelque chose qui s'est déclenché. Si je vais dans le détail, il va m'expliquer pour chaque step ce qui s'est passé et je vais pouvoir voir en fait directement, avoir un accès au log en fait direct. Alors c'est un petit peu long, je suis désolé, je sais pas pourquoi, ça met un peu de temps. Mais en tout cas, vous voyez que ça fonctionne bien puisque dans ma base de données Airtable, j'ai bien John Doe qui a été ajouté avec son mail, marketing et puis le message. Ça c'est cool. Après, donc ce que je voulais voir, voilà, c'est par contre le message qui m'a généré. Donc effectivement, vous voyez, une fois que quand vous êtes dans l'historique, il vous explique que chaque étape, il vous dit là, il s'est passé une chose. On a les inputs et les outputs. Donc on a en fait le formulaire qui a été soumis. Voici les données en fait qui ont été soumises. Donc vous pouvez voir directement ici. Ensuite, c'est parti dans Airtable. Dans Airtable, voici les données qu'on a eues en entrée. Voici les données qu'on a eues en sortie. Et ensuite, on est passé à OpenAI. Et donc, voici les données qu'on a mis en entrée. Et voici les données en sortie. Et donc, dans les sorties, je peux voir dans Choice. Hop, j'ai directement mon texte. Est-ce que vous le voyez bien? Je vais essayer de zoomer. Hop. Et voilà. Et donc, il met « Merci beaucoup pour tes commentaires, John. Je suis très enthousiaste à l'idée de discuter de marketing et de voir comment je peux améliorer la chaîne YouTube. J'apprécie tes commentaires et je te remercie de m'aider à l'améliorer. » Voilà. Donc, en gros, on s'est servi justement du petit module de ChatGPT pour préfaire une réponse un petit peu plus sympa que si c'était quelque chose de... qui soit la même chose pour tout le monde. Bon, alors là, évidemment, au niveau du prompt, j'ai fait un prompt très très rapide dans mon coin. Si jamais vous améliorez un petit peu plus votre prompt, vous pouvez avoir des réponses qui sont encore plus stylées et des choses qui soient vraiment très poussées. Mais tout ça pour vous dire qu'une fois que ça c'est fait, je peux récupérer ça, créer un brouillon directement dans mon Gmail et puis après envoyer ça quand j'en ai envie et pouvoir avoir un contrôle un peu là-dessus. Donc franchement, cet outil Make, intéressez-vous à ça, même si vous êtes développeur-développeuse, parce que moi-même qui suis plutôt du milieu tech, je peux vous assurer que de mon point de vue c'est quelque chose de plutôt intéressant et qui fait hyper sens, surtout quand vous êtes tech, parce qu'il y a une grosse logique d'algorithmie derrière, et si en fait vous avez déjà des notions d'algorithme, si vous savez déjà comment voilà, on fait un peu d'algorithmie et tout, vous partirez avec un avantage. C'est pas obligatoire, c'est-à-dire que si en gros vous n'êtes pas du tout tech, ben, ça peut être quand même très cool d'utiliser ce genre de choses pour automatiser plein de trucs, mais si vous avez en plus cette approche tech, je peux vous assurer que vous allez en tirer un bénéfice qui est assez important. Vous allez partir avec beaucoup d'avantages parce que vous avez déjà cette logique là, et vous allez pouvoir automatiser plein de petites choses. Je suis à peu près convaincu même qu'on doit pouvoir faire des scénarios qui déclenchent d'autres scénarios, etc. et rajouter de la complexité. Je ne l'ai pas dit, mais vous avez la possibilité aussi de créer des webhooks personnalisés, donc en gros de faire en sorte de déclencher via une requête HTTP, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi lier des devices, donc voilà, vos téléphones par exemple, et vous envoyer des notifications quand tel ou tel truc c'est trigger, ou je sais pas moi, vous envoyez une fois par mois le résumé de vos comptes bancaires, j'en sais rien, via Discord, enfin bon, en fait tout est imaginable et tout est possible. C'est quelque chose de très simple de base, mais en fait il faut un petit peu le pratiquer, et une fois que vous le pratiquez, franchement il y a beaucoup de possibilités quoi. Margot qui fait on veut un live spécial make. Ben, j'y ai réfléchi justement et je pense que voilà, ça serait hyper intéressant. Peut-être aussi de le faire en collaboration avec une personne qui soit plus peut-être plus aguerri. Moi je pense que je peux venir en tant que noobs entre guillemets, quelqu'un qui découvre, parce que là j'y passe beaucoup de temps en ce moment, vous voyez, j'automatise pas mal de trucs, mais effectivement on fera peut-être une soirée spéciale make qui permettra de découvrir un peu plus et de faire un scénario beaucoup plus complet. Sachez également, moi par exemple en ce moment, pour vous dire comment le truc peut être poussé, moi j'essaye de travailler en ce moment sur un board qui me permettrait de récupérer, donc vous savez, pour tout ce qui est article en fait, j'utilise Feedly qui est un agrégateur RSS, donc en gros vous allez pouvoir récupérer des articles de blog, en fait c'est une interface qui permet de plus facilement récupérer les articles, et donc j'essaye de faire en sorte d'avoir un board
dans lequel en gros j'ai par exemple je définis les articles que je veux, genre 5-6 articles, et que ça aille automatiquement récupérer le titre, que ça aille récupérer un visuel et que ça aille récupérer, que ça génère un petit résumé, et ensuite je récupère toutes ces infos via un JSON, donc voilà, c'est un fichier texte en gros, hein, imaginez. Et que je le mette dans mon Figma. Et avec Figma, je développe un plugin personnalisé qui va aller directement en fait remplacer à la volée toutes les données pour générer par exemple un visuel. Et ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que potentiellement des choses qu'on faisait jusqu'à présent à la mano et qui avaient peu de valeur ajoutée vont pouvoir être complètement automatisées. Et par exemple, je vais pouvoir prendre une liste d'actualités, la travailler, etc. Et puis derrière, générer par exemple un carrousel qui ira sur LinkedIn. Donc franchement, il y a honnêtement, si vous êtes un petit peu débrouillard, un peu touche à tout, même si vous n'êtes pas tech au début, vous pouvez quand même évidemment sans aucun souci vous lancer là-dedans. Mais si vous êtes tech et que vous pianotez un peu du code, honnêtement, vous allez pouvoir... les capacités sont assez énormes et je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où on peut combiner les deux. Et on peut par exemple se dire, ok, je vais d'abord utiliser ce genre d'outil no-code pour pouvoir tester et éprouver, on va dire... une automatisation. Je vais la faire de façon rapide, ça me prend une demi-journée par exemple, et ensuite je vois au bout d'un mois est-ce que je l'utilise ou pas. Et si je l'utilise, voilà, peut-être qu'après je le ferai en code pour avoir quelque chose de bien solide. Mais au début, c'est plutôt bien de tester et éprouver vos automatisations parce qu'il y en a certaines peut-être que vous allez vous dire ok ça sert et en fait en réalité pas du tout, genre vous en servez jamais quoi.